Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Afkir 360 maintenant. Monsieur le Président, on commence bien entendu avec la culture. Sous votre magistère, on a assisté à la relance de la Semaine nationale de la culture en 2023. L'édition 2024 s'ouvre dans quelques heures. On pourra dire que vous êtes un adepte de la culture. Merci, bonsoir. Bien sûr, nous sommes très heureux d'être ici, à Bobo encore une fois de plus, pour cet événement majeur qui est très important pour nous. Comme vous l'avez signifié, la culture c'est l'âme du peuple. Donc c'est notre âme. Et je pense qu'en créant la Semaine nationale de la culture en 1983, le président Sankara avait une grande longueur d'avance sur le temps. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de donner une place prépondérante à la culture dans nos actions. Parce que vous l'aurez remarqué que lorsque certains cherchent à coloniser des peuples, la première des choses à faire, c'est de tout faire pour qu'ils abandonnent leur culture. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de redonner une place importante à la culture pour que notre peuple puisse vivre. Parce que pour nous, la culture, c'est tout ce qui fait de nous des Burkinabés. Alors, Monsieur le Président, la crise sécuritaire impacte sérieusement le secteur de la culture, de l'hôtellerie et du tourisme. Alors, qu'est-ce que votre gouvernement a fait donc, dans ce sens pour donner, en tout cas, de la valeur à ces différents secteurs? Effectivement, comme vous l'avez signifié, la crise sécuritaire avait d'abord fait que la SNC ne pouvait pas se tenir. L'année passée, nous avons donc pu relever le défi, ce qui a fait que certains lieux d'hôtellerie ont pu accueillir du monde et nous continuons dans ce sens. C'est un secteur qui a été beaucoup fragilisé par cette crise sécuritaire, mais nous avons beaucoup de choses en perspective pour pouvoir redémarrer l'hôtellerie et le tourisme surtout. Je pense que si vous suivez les décisions que l'on prend au Conseil des ministres, alors nous faisons tout. D'abord, il s'agissait de réorganiser carrément le secteur du tourisme et de la culture. Le ministère a assez bien bossé pendant tout ce temps. Nous avons pu adopter tous les textes pour réorganiser. Et là maintenant, ils sont en train de lancer les activités à travers plusieurs journées qui doivent permettre aux Burkinabés donc, de visiter certains sites, de participer à la vie des différents hôtels qui doivent accueillir ces Burkinabés-là. Monsieur le Président, dans votre vision pour le Burkina, quelle place occupe la culture? Comme je l'ai dit, c'est une place très importante. Vous savez, lorsqu'on prend les valeurs de cohésion sociale, on aime de dire cohésion sociale, c'est à travers la culture que nous pouvons cultiver cette cohésion sociale. Voilà, aujourd'hui, les artistes vont quitter de partout, du plein sud au Sahel, de l'est à l'ouest, ils vont se retrouver, ils vont communier. Et ce sera l'occasion pour la plupart de voir comment les autres vivent, quelles sont leurs valeurs, et ainsi de suite, et partager. Deuxième chose, nous avons beaucoup de valeurs telles que je l'ai cité, la solidarité, le patriotisme même, ça se trouve dans la culture. Alors, le Conseil des ministres du 6 mars dernier a institué le 15 mai de chaque année comme journée des cultures et traditions. Alors, quelle est la pertinence de cette journée qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Il y a beaucoup d'objectifs derrière. Premièrement, c'est comme on a dit, il faut repartir aussi aux sources parce que, comme diraient certains, nous ne sommes pas tombés du ciel. Il y a beaucoup de confessions religieuses au Burkina Faso. Il y en a qui sont de confession chrétienne, que ce soit catholique ou protestante, la confession musulmane, mais il y en a aussi qui ont la confession d'adorer les ancêtres. Donc il n'y a pas d'athée au Burkina, ça je ne pense pas. Tout le monde croit en Dieu à travers quelque chose. Donc c'est une occasion aussi donnée aux traditionalistes de pouvoir fêter, exprimer, être en contact direct avec les ancêtres et pouvoir donc prier pour le Burkina Faso. Donc il y a beaucoup d'objectifs derrière qu'on ne peut pas finir de citer ici en tout cas, mais nous pensons que c'est une très bonne chose qui doit permettre aux Burkinabés aussi de connaître leur tradition, de connaître leur culture et de cultiver les bonnes valeurs. Mais pourquoi le 15 mai? Y a-t-il une symbolique concernant cette date? Pas de symbolique particulière. Nous avons culturellement, comme on le dit, dans tous les groupes ethniques, vous allez voir qu'au village, avant l'entrée de la saison généralement, les gens ont des rites pour prier
Dieu et les ancêtres de nous aider à avoir donc une bonne saison pluvieuse. Et à la fin de la saison aussi, à la sortie, il y a des rites pour remercier Dieu et les ancêtres de nous avoir donné une bonne saison pluvieuse, de nous avoir permis de cultiver et de bien récolter. Donc nous avons proposé cette date donc, aux traditionalistes qui ont réfléchi et donc à l'unanimité ils se sont mis d'accord sur la date du 15 mai qui consacre donc l'entrée aussi dans la saison. Justement, Monsieur le Président, est-ce que cette journée des coutumes et des traditions est une sorte de réparation donc, pour mettre les religions dites révélées au même titre que les religions traditionnelles? Quelque part, ça fait partie des objectifs aussi. J'ai dit qu'il y a plusieurs objectifs autour. Ça fait partie parce que je pense que toutes les autres confessions ont des journées dédiées. Et chez les catholiques, il y a plusieurs fêtes fériées. Chez les musulmans, il y a plusieurs fêtes fériées. Donc c'était aussi une date aussi pour qu'on puisse trouver, pour que les gens puissent communier et avoir une date où fêter aussi. Donc ça fait partie des objectifs. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez concrètement des Burkinabés par rapport à cette journée du 15 mai? Alors, c'est comme je l'ai dit, il s'agit pour nous de donner un espace, prendre une journée, marquer une halte, que les Burkinabés puissent repartir vers les fondamentaux, prier les ancêtres, prier Dieu à travers les ancêtres, pour que ensemble nous puissions donc avoir cette harmonie que nous cherchons là. C'est ça le plus important, parce que la division, les distinctions, à travers ces journées, je pense qu'on peut mieux se rapprocher. Voilà, donc c'est l'objectif recherché pour que les gens puissent vraiment communier. Voilà. Alors certains y voient une journée chômée et payée de plus. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de journées chômées et payées au Burkina. C'est un sujet qui est en discussion au Conseil. Voilà, c'est en discussion et nous allons proposer bientôt une formule pour diminuer le nombre de journées chômées et payées et pour qu'on puisse rattraper d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas dévancer les choses. La proposition sera faite au niveau de l'ALT et les Burkinabés vont découvrir et on va décider. Monsieur le Président, en plus de la Semaine nationale de la culture, il y a le mois du patrimoine burkinabé donc, qui se tient du 18 avril au 18 mai de cette année. Alors finalement, est-ce que cet ensemble, en tout cas, d'événements culturels, si on peut le dire ainsi, est un moyen donc, pour permettre aux Burkinabés de revenir donc, pour s'intéresser à leurs valeurs culturelles, de faire une sorte de retour aux sources pour s'intéresser aux valeurs culturelles et traditionnelles qui fondent nos sociétés? Bien sûr, c'est très important. C'est très important. Vous voyez, il y a certaines sociétés qui sont développées en se basant sur leur culture, parce qu'il y a beaucoup de richesses dans nos cultures. Regardez la Chine, le Japon, ce sont des exemples. C'est en se basant sur leur culture qu'ils arrivent à le faire. Le patrimoine, beaucoup de gens ne savent même pas quel est notre patrimoine. Personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses avec le ministre, en conseil des ministres, lorsque nous préparions ces journées-là. Donc j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas et c'est toujours bien de découvrir qu'est-ce que nous avions. Nous ne sommes pas venus du néant. Lorsqu'on prend seulement, moi je me souviens, quand je visitais les forges, avant on avait, peut-être, et ça existe toujours dans certaines contrées, où à travers la culture, les gens peuvent aller extraire un minerai ferralitique, venir extraire le fer, faire de l'acier pour fabriquer tous les outils d'agriculture et tout. Mais c'est le développement donc de la sidérurgie comme ça. Est-ce que nous sommes basés sur les connaissances de nos ancêtres là sur ce volet et développer notre industrie sidérurgique? Je ne pense pas. La métallurgie. Est-ce qu'il faut aller forcément apprendre chez les autres? Mais nous avons déjà un fondement aussi. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On peut puiser beaucoup de choses dans notre culture que nos ancêtres faisaient déjà et développer notre société. On va parler maintenant de sécurité. Principale préoccupation des Burkinabés et priorité numéro 1 de votre gouvernement. Sous votre leadership, l'armée a acquis et continue d'acquérir des équipements et de matériel de guerre de pointe. Peut-on dire que nos forces combattantes sont maintenant équipées pour anéantir l'ennemi? Oui, l'équipement, nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là et ça va continuer parce que sachons d'où nous venons, on vient de très loin
Et donc il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. J'ai eu à le dire le 17 février, si je ne me trompe, en salle. Les gens ont peut-être maintenant compris comment est-ce que l'impérialisme a préparé nos armées pour pouvoir maintenant envoyer le terrorisme et voilà, déstructurer nos États et mieux nous exploiter. Je vous prends un exemple. J'ai parlé en 2020 de comment c'était. Si vous cherchez des militaires qui étaient en opération en 2019, à côté, dans la zone de Pensa, Kelbo, Tauremba et autres, imaginez pendant ce temps, on déployait des militaires 300 à 350 avec une centaine de Kalachnikov, peut-être une dizaine, une vingtaine de gilets. Ils sont là, beaucoup sont vivants, vous verrez. Donc défaut d'équipement. Et lorsque ils sont attaqués, les 200 et quelques, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de courir. Et ça fait que les militaires même avaient surnommé les terroristes les monos, c'est-à-dire les moniteurs. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures, vous réveillez pour faire le sport, courir. Donc quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer les militaires en train de courir. Et ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous voulons équiper l'armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. Lorsqu'il sort, il doit avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons, mais vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi, ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face. Monsieur le Président, en plus des équipements et du matériel, il y a beaucoup d'efforts également qui est fait pour le recrutement des hommes pour combattre sur le terrain. Bien sûr, ça va de pair. Et vous avez remarqué que nous nous trompions énormément. Ce que nous constatons, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a beaucoup qui viennent de l'étranger pour combattre au Burkina. Dans les rangs des terroristes, donc des mercenaires qu'on prend et venir, il faut qu'on recrute conséquemment pour mailler notre territoire aussi. Vous êtes dans une dynamique de réorganisation de l'armée. À quel stade en êtes-vous avec cette réorganisation? La première phase, c'était la mise en place de ces unités organiques et combattantes-là, voilà, les bataillons d'intervention rapide, pour répondre et contenir la menace. Parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, il fallait ce genre de force-là pour contenir la menace. Là-bas, nous pouvons dire, en tout cas, Dieu merci, nous avons fait un exploit au-delà de ce que nous imaginions. Voilà, nous avons pu former nous-mêmes ces bataillons d'intervention rapide, les équiper entièrement par, voilà, grâce au peuple. Donc, c'est la première phase. Les autres phases sont en train de suivre actuellement parce que les phases terrain et réorganisation doivent se suivre. Donc les forces seront bientôt relocalisées pour répondre donc à la situation présente. Donc la réorganisation va se poursuivre, d'autres types d'unités vont se créer et dans le cadre de l'AES aussi, il y a des forces qui vont être mises en place pour répondre à ces besoins-là. Justement, Monsieur le Président, vous étiez à Banfora, vous avez dit aux forces combattantes de se préparer à la guerre de haute intensité. Oui. Alors, faut-il s'attendre justement à d'autres réformes au sein des forces combattantes? Oui, des réformes, on peut le dire, c'est dans le sens de la réorganisation, parce que, comme je l'ai dit là-bas, le terrorisme sera vaincu. Voilà, ces criminels qui se baladent à moto là seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres. Il y a la menace partout, que ce soit autour ou bien la menace qui peut venir de loin. Donc, dans ce cadre-là, c'est une guerre conventionnelle qui peut durer. Donc, il faut se préparer à une guerre de haute intensité. Il faut pouvoir combattre dans le temps et tenir sur le terrain pendant très longtemps. C'est un autre mode de combat. Donc, il faut se préparer à ça et les forces, les différents corps vont avoir un programme d'entraînement et commencer ces entraînements-là. Des résultats tangibles sont quotidiennement engrangés sur le terrain, mais le phénomène du terrorisme semble avoir la peau dure dans certaines localités. Comment peut-on expliquer cet état de fait? Oui, c'est le terrorisme, comme vous le dites. Après le combat, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les rangs. Donc, le Burkina, comme je le disais aux enfants, c'est le cœur. Donc, on cherche à broyer le cœur pour faire peur aux autres. Donc nous sommes
ceux-là qui devront accueillir le maximum. Donc voilà pourquoi on se prépare conséquemment. Donc c'est pas que c'est un phénomène nouveau, on s'attend à ça et on s'attend à pire que ça. Mais pour l'instant, je pense que on ne peut pas être en même temps partout. Comme vous l'avez remarqué, on ne communique pas beaucoup sur certaines choses, mais c'est zone par zone. Il y a des zones où on a mis beaucoup d'efforts, qui sont presque à 100% voilà, conquises. Il y a des zones aussi encore où on est en train de remettre l'effort. C'est petit à petit, nous allons reconquérir donc toutes les portions de terrain, parce que en les regardant faire, il faut conquérir et savoir comment consolider. Justement, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'acquisition de matériel. Beaucoup de Burkinabés ne comprennent pas. Ils se disent que nous sommes équipés, nous avons des drones de dernière génération, mais on ne comprend pas pourquoi le terrorisme persiste. Rien que ce 23 avril, il y a eu donc des attaques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait? Alors, nous avons acquis vraiment beaucoup de moyens. Ça, c'est une chose. Les vecteurs aériens, bon, on a pu réussir à former en tout cas la plupart des pilotes déjà, parce que nous avons anticipé leur formation avant d'acquérir. Sinon, tout moyen qu'on acquiert, il faut former ensuite. Donc, il y a un temps mort. Mais actuellement, avec les vecteurs aériens, nous avons donc cette chance d'avoir déjà des pilotes. Ils sont en activité. Mais pourquoi il y a des attaques souvent? Il faut reconnaître qu'il y a certaines positions où les chefs d'éléments ne sont toujours pas au sérieux, ils ne sont pas concentrés. Voilà. Et je disais la dernière fois, c'est comme l'effet de savoir qu'il y a quelque chose dans les airs, ça fait que certains ne sont pas concentrés. De toute façon, on pourra les développer en long et en large. Ce sont des moments de... Certains ont laissé de la fragilité et l'ennemi a observé et il frappe un coup qui peut être dur. Voilà. Sinon, pendant que le 23 se passait, une opération importante venait de finir dans la zone de Gaïri, Bogandé, où les bataillons ont fait de bon travail. Mais c'est pendant cette phase que d'autres ont prêté le flanc. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des drones en l'air qu'il faut dormir. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être alerté. Parce qu'actuellement, en permanence, il y a des drones dans le ciel. En permanence. On veut juste que les positions puissent dire, on les voit venir. Et beaucoup arrivent à le faire. Vous avez suivi Djibo. Ce sont les observateurs qui ont vu venir l'ennemi et ont alerté le drone qui est venu participer au combat. Vous avez suivi Touéné, Gawa, beaucoup de positions arrivent à le faire. Mais il y a certaines positions où malheureusement, lorsque vous entendez qu'ils sont attaqués, on est sous le feu. Comment est-ce que vous avez pu être surpris? Il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il y a des drones qu'on met plus de guetteurs qu'on ne prend pas toutes ces précautions. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut corriger et nous sommes là-dessus. Voilà, c'est des choses qui entachent la lutte, mais qu'il faille corriger. Il ne faut pas que les gens baissent la garde, croire que c'est fini. Il faut rester concentré. Voilà. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ces terroristes bénéficient de complicité interne? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Et la complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger, qui partaient vers Mansilla, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un. Parce qu'ils ont fourni tous les renseignements. Et les enquêtes ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu. Dans l'armée, il y a des complicités. Voilà, il y a des fuites d'informations, beaucoup de choses. Et la complicité, sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les renseignent sur tous les mouvements, tout ce qui se passe. Voilà. Il y a des complicités. Alors des complicités aussi concernant des velléités de déstabilisation de la transition? Oui, mais ça c'est logique et ce sera permanent. Comme on le dit, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants. C'est ce qu'on fait. Et donc, ces velléités de déstabilisation, c'est courant. Donc, on est là-dessus. Ça sera permanent, ça, on est sûr. Voilà. Alors, on constate également une certaine forme, j'allais dire, de campagne de diabolisation
des forces de défense et de sécurité, à travers la presse internationale par exemple. Ah oui, ça c'est logique. Ces presses internationales se battent pour leur pays. C'est normal. Ceux-là qu'on a fermés ici, tout ce qu'ils divulguent comme information, c'est pour les intérêts de leur pays. Mais ce qui nous écœure, c'est souvent même les presses locales qui relaient ça. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ceux-là sont en train de... Tout ce qu'ils publient, c'est pour l'intérêt de leur pays et qu'ici aussi on se met à le faire, c'est pas bien. Les FDS sont en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de victoires. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas qu'on vienne nous attaquer. On est à l'offensive, beaucoup de choses. L'armement qu'on est en train d'acquérir et tous ces équipements, ça ne leur plaît pas. Parce que nous allons réussir à vaincre le terrorisme. Pourtant, ils ont créé ça pour que nos États ne puissent pas être des États et continuent à nous exploiter. C'est nos ressources. C'est ça le problème. Mais si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc c'est normal que leur presse diabolise, qu'ils inventent du mensonge, ils racontent tout ce qu'ils veulent, avec des complicités internes, malheureusement. Voilà, il y a des individus ici pour 2000, 3000 euros, ils sont prêts à écrire du n'importe quoi, envoyer là-bas. Voilà, et puis ils vendent leur patrie. Et ce sont ces gens aussi qu'on combat, parce que ce sont des ennemis de la nation. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aussi que nos presses se prêtent à certains jeux. Lorsqu'ils publient des choses là-bas, nous ici on prend. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est votre partition dans cette lutte-là? Et ils se battent pour les intérêts de leur pays là-bas. Pourquoi vous aussi vous allez les suivre? Même s'ils vous financent ou je ne sais pas quoi. C'est pas logique. Alors, parlant donc de combat sur le terrain, beaucoup de zones ont été reconquises justement grâce aux forces combattantes. Des PDI ont été réinstallés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des statistiques sur les zones qui ont été réinstallées? Alors, chaque semaine, le ministère de l'Action humanitaire donc, publie des chiffres. Donc, il nous envoie ça à travers le CONASUR. Il nous envoie ça en rapport aussi. Et on peut aussi constater que certains organismes qui refusaient de voir la chose, que ça évoluait, ont commencé à reconnaître effectivement qu'il y a du travail qui est fait. Beaucoup de villages ont rejoint et nous sommes en train de vouloir donc les accompagner pour qu'ils s'installent et pouvoir travailler efficacement. Les écoles aussi ont ouvert dans la plupart des cas. Beaucoup de routes qui n'étaient pas empruntables le sont aujourd'hui. Donc quand même il y a une avancée significative, mais c'est des choses sur lesquelles, personnellement, nous ne souhaitons pas communiquer d'abord parce que tout le pays n'est pas en sécurité. Et lorsque vous dites qu'ici c'est stabilisé, d'autres là-bas vont dire mais pourquoi vous ne venez pas chez nous faire le même travail? Mais pourtant, c'est par étapes en fonction de la complexité des terrains qu'on va s'engager. Des zones ont été reconquises, certes, mais comment comptez-vous consolider ces zones-là? Comment consolider? Je dirais que ça c'est un peu secret. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est en train d'être fait. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Et dans la même lancée aussi, nous avons exhorté les populations à participer activement à la défense. Parce que vous voyez, je disais que des gens partent en Chine souvent regarder la muraille de Chine, mais ça a été construit dans la guerre. Et pourquoi ici, on ne peut pas faire des obstacles pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans nos villes, dans nos villages? Donc avec les chefs de circonscription administrative, partout où je passe, je leur dis donc de mettre les populations au travail avec l'appui des FDS pour définir des périmètres où l'ennemi ne doit pas franchir. C'est à eux de créer les types d'obstacles qu'il faut, d'organiser le terrain et d'être aux aguets. Parce que c'est des comportements que nous devons adopter. Même si le terrorisme finit, nous devons nous mettre toujours en posture de guerre pour toute éventualité. Donc les autres leviers de consolidation, je ne peux pas vous les détailler ici. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le Président, des officiers et sous-officiers de l'armée ont été radiés donc pour fautes lourdes. Peut-on en savoir davantage sur ces fautes? Oui, c'est vrai que depuis un temps, il y a eu des cas. Lorsque vous êtes en guerre, un officier, on le confie des hommes. La vie des hommes est entre vos mains. Vous devez les commander et prendre toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à épuisement de vos moyens. Ça peut arriver.
là, vous êtes mort en héros. Mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre, les hommes ne sont pas... ils ne répondent pas d'eux-mêmes. Ils ont été formés pour exécuter des ordres. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque on a le renseignement de probables attaques, c'est diffusé. On peut avoir une zone. Et dans la zone, si on a plusieurs positions, on va les dire, il est possible qu'il y ait des attaques. Nous serons à côté. Il y a les drones qui seront pas loin, en tout cas à équidistance des différentes positions. Mettez-vous en alerte. Ça veut dire qu'il faut guetter. Et ça, c'est des cours que les officiers apprennent à l'école. Le poste d'observation, le poste de guet, tout le monde l'apprend. C'est toi, tu dois placer tes hommes à une bonne distance de ta base pour t'alerter quand on voit l'ennemi venir. Parce que l'ennemi pousse souvent ses motos, il ne va pas rouler. C'est rare qu'il roule venir. Donc, tu dois avoir un dispositif qui te permet de te renseigner. Et c'est à partir de ce moment que vous alertez à l'arrière. Aujourd'hui, toutes les positions ont minimum 2 moyens de communication, sinon 3. Et on a fait en sorte que toutes les positions soient en liaison directe avec le pilote de drone. Donc ils n'ont pas besoin de passer même par leur chef pour appeler le drone et dire je vois ça, venez traiter. Donc tout est réuni. Et autour, on a fait quand même une organisation du terrain pour permettre aux gens de combattre. On veut juste l'alerte. Ok, les guetteurs ont signalé ça. Et les avions vont intervenir. Et lorsque le renseignement est diffusé, et qu'on prend souvent le soin d'envoyer des missions, aller voir des dispositifs, vous dire d'aménager ça, de faire ci, d'organiser le terrain, vous ne faites rien. Un officier, vous ne dites pas aux hommes, il y a ce cours-là que tout le monde fait, l'OTC, organisation du terrain, camouflage. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Taouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Un officier, il ne dort pas. Il se repose. Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Et tout ce que vous commandez aux hommes de faire, ils vont le faire. Si l'homme n'exécute pas, vous les punissez. Jusqu'à la radiation aussi. Donc il y a des responsabilités et c'est lourd. Et les gens doivent se réveiller. On a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemis. Les drones arrivent et ils les demandent donc c'est quel côté. On observe, on ne voit pas. Il dit non, on avait signalé là-bas. On dit qui a signalé? Est-ce que tu as quelqu'un? Vous voyez les antennes, les pylônes là. Presque dans toutes les communes, il y a des pylônes. On dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin, ça vous permet de voir en profondeur. Ils ne le font pas. Les pilotes le demandent, est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer au loin, pour nous guider? Il dit oui. Et le pilote lui répond, vous mentez, je suis à votre verticale, il n'y a personne sur l'antenne. Il se rend compte maintenant que c'est la réalité. Mais vous mentez à qui? Ça, ce n'est pas un comportement d'officier. On a connu ces cas, beaucoup de cas comme ça. Donc, on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même l'officier sur le terrain. Donc voilà pourquoi, avant l'année passée, en J, on avait dit ceux qui veulent quitter l'armée n'ont qu'à quitter. Il y a une note du ministère de la Défense. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous fautez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler ses hommes, ne prend pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez et qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Mais lorsque les mesures ne sont pas prises, mais on va vous radier. Ça sera sans appel, parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement. Voilà, la nympho qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.